pour une psychanalyse sauvage du féminisme contemporain. Donc c'est sous ce titre un brin provocateur que j'aimerais me livrer, me prêter à un exercice assez inédit pour moi. C'est celui de commenter, disons, les propos d'une psychologue clinicienne qui se présente comme psychanalyste et qui a produit un ouvrage assez récemment autour de la psychanalyse et du féminisme, en introduisant un concept qu'elle veut assez novateur dans le champ psychanalytique, qui est celui de la sororité. Donc cette psychologue clinicienne se nomme Sylvia Lippi et elle a produit donc cet ouvrage avec un philosophe du nom de Patrice Maniglier. De mon côté, j'aimerais pouvoir entendre ce que j'ai à dire à ce sujet, puisque à de nombreuses reprises, certains de ces propos que j'ai pu lire, que j'ai pu entendre, m'ont paru vraiment très loin, très éloignés du discours analytique. Et je crois que cette interview qu'elle propose et qu'elle a avec la chaîne YouTube, bon d'ailleurs vous pouvez retrouver l'intégralité, la chaîne YouTube s'appelle ABC Pensée. Donc Sylvia Lippi, sororité, vous pouvez trouver l'intégralité de cette interview. Et de mon côté, ça pourrait aussi me permettre d'avancer sur la question du féminisme et de réellement m'appuyer sur ce que les psychanalystes Freud et Lacan, et peut-être pourquoi pas aussi Françoise Dolto, ont pu dire à ce sujet. Donc voilà, je vais lancer la vidéo. Et puis, quand ça me chantera, j'interromprai cette vidéo pour produire un commentaire. Je vous dis, salut sororité, expliquez-moi. D'abord, merci d'avoir pris tout de suite d'avoir mis en acte tout de suite ces nouveaux termes. D'abord, je tiens à dire que les livres ont été coécrits avec une sœur qui est de sexe masculin, c'est-à-dire Patrice Maniglier. Voilà. Mais c'est une sœur. Mais on y arrivera doucement. Bon, bien sûr, j'ai dit, je lance la vidéo de mon côté, mais je crois que du vôtre, enfin pour les personnes, la personne qui écoutera, ça ne sera que l'audio. Donc Sylvia Lippi commence par sa signature, qui est de féminiser les hommes, certains d'entre eux. Mais bon, elle est un peu coutumière du fait, parce que quand elle s'était retrouvée sur le plateau de Russia Today avec Frédéric Tadei, elle lui avait soutenu et affirmé qu'il pouvait être une lesbienne, ce qui est un peu a priori surprenant. Mais donc là, elle appelle Patrice Maniglier sa sœur, mais elle peut aussi appeler Sigmund Freud sa sœur. Et puis aussi, dans la dédicace de son livre, elle appelle aussi sa mère sa sœur. Donc c'est déjà a priori un concept très très surprenant qui traverse les générations, parce qu'on peut appeler un de ses parents sa sœur, et qui traverse aussi, disons, le sexe. C'est-à-dire qu'on peut aussi nommer quelqu'un de l'autre sexe, du sexe masculin, sa sœur. Donc évidemment, on reconnaît là aussi un geste assez habituel de la part des féministes, qui est celui de féminiser les hommes. Donc je poursuis la lecture de cet entretien.
Or, simplement pour vous... C'est intéressant de voir que sororité en français, ça n'existait pas dans les dictionnaires. Ça existe en anglais, sisterhood, en italien, sorellanza, mais pas en français. Et d'autant moins en psychanalyse. Je dois dire que avant de rentrer dans les cœurs de la question de la sororité. Donc voilà, Silvia Lippi affirme que c'est un nouveau terme, la sororité, que c'est un terme et c'est un mot même, qui n'existe pas dans le dictionnaire français. Donc elle a quand même produit un livre autour de ça, j'imagine qu'elle a fait quelques recherches, elle et sa sœur Patrice Maniglier, et que vraiment il suffit de faire une recherche qui prend 30 secondes pour se rendre compte directement et assez rapidement que le terme de sororité existe dans le dictionnaire, dans le Larousse, dont j'ai recopié la définition que voici. Donc sororité, nom féminin, attitude de solidarité féminine. Donc c'est très clair, ça existe, c'est bien connu. Il y a même une petite indication historique dans le Larousse. La notion de sororité, mise en lumière par les mouvements féministes des années 1970, ressurgit avec plus d'acuité près d'un demi-siècle plus tard, etc., etc. Donc effectivement, Silvia Lippi est même en retard d'une cinquantaine d'années sur ses camarades féministes du MLF, hein, si je ne me trompe pas, qui avait traduit un ouvrage de référence féministe américaine, de féminisme américain, qui s'appelait Sorority is Power, bien sûr qui a été traduit en français sous le titre de La sororité c'est le pouvoir dès les années 1970. Donc pour quelqu'un qui se prétend psychanalyste et féministe, c'est-à-dire que là c'est déjà assez gênant de pouvoir dire des choses, enfin en fait un mensonge quoi, d'entrée, en disant qu'il s'agit d'un nouveau terme. Il ne s'agit absolument pas d'un nouveau terme, et encore moins d'un nouveau mot, parce que si on fait encore une recherche un peu plus poussée, on se rend compte, mais c'est pas un gros effort, hein, on se rend compte que le terme de sororité apparaît dès 1546, sous la plume d'un certain Rabelais, donc 1546, dans son livre intitulé Le tiers-livre, dont je vous livre précisément l'extrait où le mot de sororité apparaît. Et vous verrez que Rabelais, dont Lacan recommande vivement la lecture, n'était pas franchement féministe. Voici l'extrait. Par saint Rigomé, dit frère Jean, Panurge, mon ami doux, je ne te conseille rien que je ne ferais moi-même si j'étais à ta place. Seulement, fais attention et considère ceci. Il faut toujours bien entretenir et continuer tes ardeurs. Si tu fais une pause, tu es perdu. Pauvre homme, il t'arrivera ce qui arrive aux nourrices. Si elles cessent d'allaiter leurs enfants, elles perdent leur lait. Si tu n'exerces pas continuellement ta verge, elle perdra son pouvoir et ne te servira plus qu'à uriner. Tes couilles ne te serviront plus qu'à faire des sacs à testicules. Je t'avertis, mon ami, j'en ai vu l'expérience chez plusieurs. Ils n'ont pas pu quand ils le voulaient, parce qu'ils ne l'avaient pas fait quand ils le pouvaient. De même, disent les clercs, l'oisiveté fait perdre tous les privilèges. Alors, mon garçon, fais en sorte que ce bas peuple troglodyte continue à vivre ainsi. Fais en sorte qu'ils ne vivent pas en gentilshommes de leur rente, sans rien faire. Pas de problème, répondit Panurge. Frère Jean, mon testicule gauche, je te croirai. Tu vas droit au but, sans détour ni ambiguïté. Tu as dissipé toute crainte qui pouvait me retenir. Que les cieux te donnent toujours
la capacité d'opérer avec vigueur et rigidité. Alors, à tes paroles, je vais me marier. Il n'y aura pas de faute. Et j'aurai toujours de belles servantes quand tu viendras me voir. Et tu seras le protecteur de leur sororité. Rabelais, le tiers-livre, 1546. Donc voilà, ce terme existe bel et bien dans la langue française depuis 480 ans. Au moins, parce que peut-être qu'il existait avant que Rabelais ne l'utilise. Et Sylvia Lippi démarre cette interview, disons, par plusieurs mensonges. Autant avec le féminisme qu'avec la langue française. C'est un terme qui existe, bel et bien, mais quand on est coincé et pris dans l'impératif universitaire, c'est-à-dire dans l'impératif de produire à chaque fois du nouveau, eh bien effectivement, on est dans la production de connaissances, comme le dit Lacan. La connaissance, c'est effectivement ce qui est essentiellement con. Et c'est précisément parce que c'est con que ça se veut et ça se prétend intelligent. Donc là, c'était la première petite vidéo au sujet de la sororité dans la langue française. La prochaine sera au sujet de, disons, la nécessité clinique, selon Sylvia Lippi, d'introduire ce concept de sororité. Deuxième petit épisode de 10 minutes maximum de cette série. Donc on va écouter Sylvia Lippi qui va justifier la nécessité clinique derrière sa conceptualisation de la sororité dans le domaine de la psychanalyse, puisque effectivement il ne s'agit pas du tout d'un quelconque opportunisme de son côté, ni d'un arrivisme voulant surfer sur la vague de MeToo et Balance ton porc, mais bien d'un souci clinique. On l'écoute. Revenir un peu comment c'est née cette question de la sororité, qui est d'abord une question clinique. Beaucoup de mes patientes adhéraient au mouvement MeToo, avaient elles-mêmes été, disons, voilà, partie prenante au niveau de ce qu'ils ont subi, etc. Et d'autres avaient vraiment des liens incroyables avec les autres femmes, que ce soit par via Internet, que ce soit par des réseaux même alternatifs, pas forcément dans la militance féministe telle qu'on était habitué à la penser. Et cela m'a tout de suite fait penser qu'en psychanalyse, il n'y avait pas une théorie capable de penser ça. Je me dis, il me manque les outils. Freud, Lacan et même les autres psychanalystes femmes n'ont pas pensé la possibilité, disons, des rassemblements féminins. Bon, j'arrête l'audio à ce moment, parce qu'il y a déjà beaucoup à dire, je crois. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, quand on est un petit peu habitué à la fac de psycho, quand on est rodé au discours et aux propos qui s'y propagent, on entend très bien ce que développe Sylvia Lippi, puisque c'est le réflexe et c'est la démarche typique de l'étudiant. C'est-à-dire que l'étudiant en psycho, il faut savoir qu'il est biberonné de connaissances, qu'il ingurgite tout un tas de théories plus ou moins intéressantes, et qu'à un moment, il est lancé dans la pratique et qu'il doit entendre un sujet en souffrance dans une association, à l'hôpital, sur un lieu de stage. Et bien souvent, il se rend compte que ces connaissances accumulées ne font pas l'affaire parce que, effectivement, il n'y a aucune théorie qui peut venir rendre compte du lien transférentiel et de l'unicité, de la singularité de la rencontre, de chaque rencontre. Mais l'étudiant, à ce moment-là, se précipite vers la théorie pour comprendre ce qui se passe
entre lui et un patient, ce qu'on dit patient en psychologie. Et effectivement, c'est à cet endroit-là, et c'est ça le discours aussi universitaire, c'est de la production de connaissances sur, c'est-à-dire en lieu et place de ce qui nous échappe, de ce qui fait trou, de ce qui manque, de ce qui ne va pas, de ce qui cloche. Et c'est cet objet petit a dont parle Lacan, ce petit bout de réel sur lequel on essaie de plaquer de la connaissance. Donc le discours universitaire en soi n'est pas un problème du tout, mais il faut, quand on se situe dans ce discours, il faut au moins avoir l'honnêteté de le dire. Et il se situe aux antipodes du discours analytique et de la pratique analytique. Parce que en analyse, quand on est dans position d'objet petit a cette fois-ci, c'est de faire avec ce qui cloche, de faire avec ce bout de réel, avec ce qui nous échappe, et à force, disons, de se mettre dans cette... et d'être mis, avant tout, dans cette position par un analysant, c'est-à-dire d'être soumis à un flot de paroles continu, eh bien, cette pratique, à partir de cette pratique seulement, une vision, c'est-à-dire littéralement une théorie, sur ce que le sujet dit, c'est-à-dire l'analysant, peut émerger doucement. Il y a comme une structure qui émerge, et à partir de là, pourquoi pas conceptualiser, de rendre compte de ce qui se passe dans la pratique. Donc vous voyez que c'est complètement l'inverse que ce que Sylvia Lippi fait, qui est prise dans le discours universitaire, et qu'elle se précipite dans les livres, dans la production d'un livre de connaissances, quand elle ne comprend pas quelque chose de sa pratique. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, il y a Theodor Reik qui avait très bien compris à quel point la terminologie, le vocabulaire technique des psychanalystes, entre guillemets, qui sonne creux et qui sonne faux, eh bien, à quel point, disons, ça montre qu'il n'y a pas du tout de pratique et d'expérience. Donc, je vais lire cette courte citation de Theodor Reik, qui dit que lorsque vous écoutez des jeunes psychanalystes, entre guillemets, ou psychiatres, on pourrait dire psychologues aussi, vous avez parfois l'impression qu'ils sont davantage concernés par leur terminologie technique que par leur pensée. Ce qu'ils disent ne ressemble pas à un savoir acquis par l'expérience, mais plutôt à un dépôt de connaissances. Il y a peu, j'ai entendu un étudiant déclarer qu'il avait traversé les phases orales, sadicanales et phalliques, et avait maîtrisé son complexe d'Édipe. Il est difficile d'exprimer le dégoût que l'on ressent face à de tels propos. Et dans la même veine, une autre citation. Tout cela est séparé de la connaissance de soi, telle que visée en psychanalyse par un gouffre immense, au-dessus duquel il n'y a qu'un seul pont, l'expérience. De nos jours, il arrive très fréquemment que la terminologie psychanalytique en précède l'expérience, et le patient a bien long à attendre avant que celle-ci n'arrive, si jamais elle arrive. La terminologie doit être le signe que l'expérience a été intérieurement maîtrisée, comparable à une épitaphe, à une inscription sur une tombe. Theodor Reik. Donc on voit bien qu'en psychanalyse, c'est à partir de la pratique que l'on peut théoriser. Et là, c'est pas l'inverse. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas qu'on développe une connaissance, quoi. Ensuite, je ne comprends pas ce que Sylvia Lippi ne comprend pas. Si ses patientes lui disent que, à l'aune de MeToo et de Balance ton porc, elles ont créé du lien social, elles se sont regroupées et que ça a produit une forme d'émulation et que elles étaient dans une forme de dynamique comme ça, groupale, ou qu'elles se sont rassemblées. Qu'est-ce qu'il y a d'incompréhensible là-dedans? Qu'est-ce qui fait que dans sa pratique, elle ne peut pas continuer à entendre de façon habituelle ses patientes?
Ça, je ne comprends vraiment pas. Donc ça m'amène tout de suite au troisième et dernier point, c'est que est-ce qu'il y a la nécessité de théoriser, de conceptualiser tout et n'importe quoi, c'est-à-dire en prenant le risque d'agrandir et d'élargir le malentendu, parce qu'il y a bien des choses dans la vie, dans l'existence, qui se passent de théorie, de dire qu'il y a une lacune en psychanalyse, parce que Freud et Lacan et les femmes psychanalystes, ces traîtresses, n'ont pas pensé la possibilité du rassemblement féminin. De dire qu'il y a un manque là, c'est quand même assez surprenant. Les femmes se sont toujours regroupées depuis la nuit des temps parce qu'elles le voulaient, et il n'y a rien d'incompréhensible là-dedans. Quand des personnes, des femmes ou autres veulent se regrouper, elles se regroupent. Pourquoi a-t-on besoin de pondre une théorie sororale pour comprendre que des femmes se regroupent? D'ailleurs, le féminisme, si je ne me trompe pas, vient de là. C'est que les femmes exploitées par le capitalisme, évidemment, mais encore plus que les hommes, les femmes qui travaillaient dans des usines se sont rendues compte de la supercherie et de l'exploitation dont elles faisaient l'objet, ont décidé un beau jour de se regrouper et de réclamer, disons, un salaire égal aux hommes. Ce qui est tout à fait entendable, compréhensible, il n'y a pas besoin de théorie. Et là, si c'est ça le féminisme, alors je signe tout de suite. Mais il faut entendre que le féminisme est en réalité une réaction au cœur et au sein du capitalisme. Que la place des femmes a changé sous l'impulsion du capitalisme. Tout a été transformé, et y compris la place des femmes qui ont obtenu le droit magnifique de travailler comme salariés, d'être exploités comme les hommes. Et donc, pour finir, je vais citer Muret, qui est toujours dans son style caractéristique et provocateur, le dit d'une certaine façon dans Après l'histoire. Le féminisme d'il y a 30 ans, dont se réclament les néo-féministes de la post-histoire, était déjà précisément l'un de ces discours amplifiés et surajoutés, l'une de ces superstructures décoratives et empathiques venant envelopper et faire semblant de déclencher, alors qu'il n'arrivait qu'après coup, un fait déjà accompli. L'irréfutable transformation des femmes, le changement de leur place, entre guillemets, dans la société, et toutes sortes d'autres réalités qui n'étaient nullement les conséquences du féminisme, d'où, bien sûr, la rage de celui-ci à en rajouter et à faire semblant de conduire une évolution qui se produisait sans lui. Qu'en psychanalyse, il n'y avait pas une théorie capable de penser ça. Je me dis, il me manque les outils. Freud, Lacan et même les autres psychanalystes femmes n'ont pas pensé la possibilité, disons, des rassemblements féminins. Donc, pour préciser ça, je dois dire qu'en psychanalyse, les groupes est pensé par Freud sous deux formes différentes. Une sous la forme de la masse, en psychologie des masses, analyse du moi, comme son test l'indique, c'est-à-dire des groupes, par exemple l'armée, qui sont réunis par un idéal narcissique ou un leader. Ça peut être un idéal ou un leader, mais qui a la capacité de renforcer les narcissismes blessés du petit homme tout seul. Voilà, avec les autres, voilà, il crée une force de pouvoir à partir de cette identification-là. Donc évidemment, c'est très problématique. D'un point de vue psychanalytique, évidemment, cela est plutôt un trouble à extirper. Une autre modalité de penser les liens sociaux est la fraternité. Et, disons, un exemple donné par Freud dans Totem et Tabou, qui est devenu quand même un des mythes fondateurs de la psychanalyse, où, disons, les frères se réunissent pour tuer les pères et pouvoir jouir du beau temps, c'est-à-dire les femmes. Voilà.
C'est là donne lieu à une loi paternelle à partir du meurtre du père et, disons, l'acte cannibalique et les totems, encore une fois, qui à la fois rappellent la loi de l'interdiction d'avoir toutes les femmes, comprise la mère, évidemment, et, disons, et le deuil impossible de ses pères morts. Donc, encore une autre manière, disons, très violente et très agressive et très, voilà, et particulier de penser les liens sociaux où les femmes sont exclues. Les femmes sont les boutons, sont les objets pour lesquels on commis l'acte parricide. Bon, j'arrête l'audio à ce moment parce que tout de même, pour qui a lu Freud un tant soit peu, il n'est vraiment pas difficile de repérer dans le geste de Sylvia Lippi une malhonnêteté intellectuelle. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Elle veut tellement forcer le trait du rassemblement féminin, de la sororité, elle veut tellement forcer le trait que maintenant elle n'a plus d'autre choix, parce qu'elle s'engouffre là-dedans, elle n'a plus d'autre choix que de dénigrer et même de défigurer les apports freudiens quant au lien social ou au groupe. D'ailleurs, elle fait la confusion entre masse, foule, groupe, lien social. Et disons que pour simplement utiliser son dernier vocable, celui de lien social, et bien que, effectivement, elle dit que Freud aurait pensé le lien social de deux façons différentes. Elle dit bien de deux façons différentes. D'un côté, donc la masse, la foule, et elle prend l'exemple de l'armée. De l'armée qui serait là pour renforcer, dit-elle, le narcissisme du petit homme blessé, isolé. J'y reviendrai. Et elle insiste qu'il s'agirait d'un trouble à extirper. Donc Freud n'a jamais écrit ça. Dans toute psychologie des foules et analyse du moi, il n'a jamais employé ces termes. Enfin, elle peut l'employer sans que Freud ne l'ait fait, mais tout de même, elle insiste bien sur le côté a priori pathologique de l'armée, qui est bien sûr, comme la fraternité, un signifiant qui n'est pas du tout choisi au hasard, puisqu'il est saturé, disons, de représentations masculines. C'est pour mieux faire glisser l'idée que, en fait, le lien social, quand il est, disons, organisé par les hommes ou sous la dynamique masculine, ne peut être que pathologique ou dangereux, agressif et violent. D'ailleurs, elle prend et elle réduit le mythe de la horde primitive à la fraternité qu'elle comprend très mal. Ça aussi, j'y reviendrai. Et donc elle réduit le mythe de la horde primitive, disons, au meurtre du père, à l'acte cannibalique, pour pouvoir jouir de toutes les femmes. C'est quand même travestir la pensée freudienne de la façon la plus malhonnête. Si le mythe de la horde ne se réduisait qu'à ça, tout de même, ça se saurait. Et donc elle insiste tellement sur l'aspect violent, agressif et négatif du rassemblement ici masculin, pour mieux faire valoir un peu plus tard dans l'interview le rassemblement féminin, qu'elle en vient à trahir et la lettre et l'esprit de la psychanalyse. Parce qu'en fait, ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle omet de dire tout de même, c'est là où se trouve encore, disons, plus la malhonnêteté, c'est que Freud écrit noir sur blanc que ce qui unit les soldats dans l'armée, comme ce qui unit les chrétiens dans l'église, parce qu'il prend un autre exemple de foule qu'il qualifie d'artificielle, c'est-à-dire d'organisés, qui ont pu trouver une individualité, une structure, si l'on peut dire. Ce qui unit
les membres d'une telle foule, les individus d'une telle foule, eh bien, ce n'est rien d'autre que l'amour. L'amour du Père, le Père qui les aime tous d'un amour égal. Autant dans l'Église, avec le Christ qui aime les chrétiens, tous les chrétiens d'un amour égal, et c'est ainsi qu'ils peuvent tous s'identifier les uns aux autres, comme les soldats dans l'armée, ils s'identifient tous les uns aux autres de façon horizontale, parce qu'ils auront introjecté, ils se seront identifiés à cet idéal-là. Le chef dans l'armée et le Christ à l'Église. Donc ça, bien sûr, elle ne le dit pas. Est-ce qu'elle ne dit pas? Est-ce qu'elle l'inverse encore une fois? Parce qu'elle dit que la foule renforce le narcissisme, alors que Freud, il écrit le contraire, l'inverse de ça. Il dit que l'amour est là pour endiguer le narcissisme, et c'est même ça qui produit les progrès civilisationnels. Donc la foule n'a rien de intrinsèquement négatif. Effectivement, on peut toujours, disons, décrire les débordements et que la foule rabaisse l'homme à son instinct grégaire, il n'a plus de libre arbitre, il n'a plus le sens de la responsabilité et du jugement, et il est vraiment soumis à ses émotions et à ses affects. Évidemment que ça aussi existe, mais la touche freudienne n'est pas là. Ça, c'est une description qui est correcte de Gustave Le Bon, mais qui est pré-freudienne. Ce que Freud dit que dans tout mouvement de foule et dans toute constitution d'une foule, il y a en réalité, disons, une forme de commémoration, de remémoration de cette horde primitive où chaque individu était soumis à quelqu'un qui lui était ultra narcissique et ultra indépendant, qui est le père. Et donc c'est une forme de remémoration de ce besoin de soumission. Donc en réalité, on peut très bien comprendre le mouvement MeToo grâce à Psychologie des foules et Analyse du moi, parce que l'idéal qui est introjecté là chez chacune des féministes qui s'identifient les unes aux autres, c'est le MeToo, c'est vraiment la formule de l'identification imaginaire. Et par excellence, MeToo, ça veut dire moi si, c'est-à-dire que nous sommes les mêmes à condition de nous identifier à un idéal certes névrotique dans le cas, c'est-à-dire d'avoir subi la violence d'un homme jouisseur, c'est-à-dire une identification ici par le symptôme. En réalité, qui n'est rien d'autre que le besoin de soumission. C'est-à-dire que ce que cherchent les féministes là n'est rien d'autre qu'un besoin de soumission d'un maître et d'un père plus fort qu'elle. Elle essaie quasiment de le ressusciter là, pour mieux pouvoir le tuer effectivement. Mais on ne peut pas tuer un symbole, parce que le père véritable est toujours un symbole. C'est ce que vient dire le mythe de la Horde, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et donc, si on veut pousser un petit peu l'analogie un peu plus loin avec le mythe de la Horde, on peut très bien dire qu'il y a même un animal totémique, un totem dans, disons, le mouvement MeToo, qui est le porc. Bien sûr, balance ton porc, qui est le revers de l'idéal, qui est plutôt ici l'impératif surmoïque de rejeter toutes celles qui ne balancent pas leur porc. Et là, vous voyez que c'est une injonction, un impératif qui est ordonné à quelqu'un d'autre que soi. On dit balance ton porc, c'est adressé à quelqu'un d'autre que soi-même. Donc effectivement, il y a toujours d'un côté l'idéal auquel, disons, on essaye d'atteindre, mais sous l'idéal est toujours tapis l'obscénité surmoïque et l'impératif et l'injonction comme ça ici obscène de devoir rejeter, d'être intolérant à toutes celles et aussi à tous ceux qui n'entrent pas dans la danse. Et on a vu que le mouvement MeToo n'avait rien à envier, à jalouser au rassemblement masculin et au mouvement de foule
des hooligans, par exemple, avec des lynchages médiatiques, avec vraiment des humiliations publiques qui ont eu lieu. Donc je pense que pour l'audio d'aujourd'hui, je vais m'arrêter là, mais la suite sera autour de la fraternité que Silvia Lippi ne comprend absolument pas. Pour une psychanalyse sauvage du féminisme contemporain, 4e épisode. J'aimerais revenir sur la notion de fraternité telle qu'elle a été défigurée par Silvia Lippi dans le dernier audio que j'avais commenté. Je repasse le passage rapidement et je le commente à mon tour. Une autre modalité de penser les liens sociaux est la fraternité. Et disons un exemple donné par Freud dans Totem et Tabou, qui est devenu quand même un des mythes fondateurs de la psychanalyse, où, disons, les frères se réunissent pour tuer les pères et pouvoir jouir du beau temps, c'est-à-dire les femmes. Voilà. C'est là donne lieu à une loi paternelle à partir du meurtre du père et, disons, l'acte cannibalique et les totems, encore une fois, qui à la fois rappellent la loi de l'interdiction d'avoir toutes les femmes, comprise la mère, évidemment, et, disons, et les deuils impossibles de ses pères morts. Donc, encore une autre manière, disons, très violente et très agressive et très, voilà, et particulier de penser les liens sociaux où les femmes sont exclues. Les femmes sont les boutons, sont les objets pour lesquels on commet l'acte parricide. Voilà, donc je l'arrête là et je procède tout de suite, disons, aux commentaires parce que là, donc Silvia Lippi affirme que Freud a pensé le lien social sous 2 modalités différentes. La foule, dont elle prend l'armée comme exemple, ça j'en ai parlé dans l'audio précédent, et la fraternité. Donc elle n'en souligne que les aspects masculins, selon elle, c'est-à-dire pathologiques, pour mieux faire valoir la nécessité de repenser le lien social en psychanalyse, sous l'augure de sa conception de la sororité, bien évidemment. Mais l'idée principale de psychologie des foules et analyse du moi, ce qui est dommage pour elle, est de démontrer que la foule, qu'elle soit artificielle, c'est-à-dire organisée comme l'armée et l'Église, ou éphémère, n'est rien d'autre que la réminiscence de ces temps immémoriaux où l'espèce humaine, qui n'était pas encore en fait réellement humaine, n'était qu'une horde et non un troupeau. Une horde dominée par un monstre totémique, un mâle surpuissant, le surhomme nietzschéen incarné, comme l'a dit Freud, qui jouissait de toutes les femmes sans distinction et se débarrassait en les excluant ou en les tuant de ses rivaux. Donc les individus y étaient donc tous également persécutés par ce monstre totémique et éprouvaient tous à son endroit une même crainte. Et c'est dans l'amour égal du Christ pour tous les croyants dans l'Église et l'amour égal du chef pour tous ses soldats dans l'armée que Freud décèle de façon très subtile et clinique une transformation et une inversion de la disposition originaire. Nous savons en psychanalyse que la haine et l'amour ne sont séparés que par quelques degrés, que par quelques nuances. D'où le néologisme lacanien d'énamoration. Donc, la foule et le mythe de la horde primitive sont au fond une seule et même chose. Il s'agit déjà d'une inexactitude de Silvia Lippi, qui dit qu'il s'agit de 2 modalités différentes de penser le lien social. Mais est-ce que Silvia Lippi a lu Freud? Est-ce qu'elle l'a lu réellement? Parce que l'autre point beaucoup plus sérieux, beaucoup plus crucial, est de saisir que le meurtre du monstre totémique a été commis non pas par des frères, mais par une multitude. C'est le mot exact que l'on retrouve sous la plume de Freud. Lippi
Deleuzienne qu'elle est, aurait donc loupé ce beau mot de multitude que son maître à penser aimait tant. Il est facile de comprendre pourquoi il s'agit d'une multitude et non pas d'une fratrie, car la fraternité, comme procès d'humanisation, même comme signe d'une humanisation accomplie, ne peut advenir qu'après le meurtre du monstre totémique, qui dès lors devient lui-même père, c'est-à-dire symbole, représenté sous la forme d'un totem, symbole qui est incorporé. C'est ça l'acte cannibalique, c'est que ce qui est incorporé n'est rien d'autre que le langage, que le symbole, que la structure elle-même. Donc le mythe de la horde n'est rien d'autre qu'une invention freudienne pour tenter de rendre compte de l'humanisation de l'humanité elle-même, d'expliciter comment l'humanité est advenue à l'homme. La scientificité de ce mythe, parce que Freud s'appuie sur Darwin notamment, tient au fait, disons, de la rigueur de Sigmund Freud, qui voulait lier le logos et le mythos. Mais comme la parole ne peut se dire elle-même, le recours au mythe est toujours inévitable pour rendre compte de la structure elle-même. L'origine de l'homme n'est autre que l'origine du langage. Cette référence au langage, au symbolique, à la parole, Sylvia Lippi, qui se prétend psychanalyste, elle la rate complètement dans sa description du mythe de la horde. Elle la rate complètement, elle le tronque, le mythe de la horde, pour en faire une vulgaire histoire de mâles voulant jouir de toutes les femmes. Bien sûr, ça sert la soupe au féminisme. Alors que c'est à partir de l'incorporation du père, soit du symbole, que le retour à cette jouissance obscène et absolue sera désormais interdit. Interdit de l'inceste. C'est ça que ça veut dire. Certaines femmes, et en premier lieu la mère, pas notamment la mère, certaines femmes sont désormais interdites, bien sûr, parce que la mère est le signe, le symbole quelque part de l'origine. Donc il y a un retour aux origines, ou à l'origine, qui est interdit. Donc interdit de l'inceste, comme retour à l'origine, se confond avec la castration ici. Voilà ce qui protège réellement les femmes de la violence et de la jouissance aveugle du plus fort, de la loi de la jungle. Pour une féministe, cela n'aurait pas dû passer inaperçu. Sylvia Lippi affirme que dans le mythe de la horde, les femmes ne sont que des objets, que le butin pour lesquels les frères commettent le meurtre. Mais encore une fois, a-t-elle lu Freud ? Je cite un passage de Psychologie des foules et Analyse du moi. Était héros celui qui avait été le seul à tuer le père, lequel apparaissait encore dans le mythe comme un monstre totémique. Si le père a été le premier idéal du jeune garçon, le héros est devenu, tel qu'il a été créé par l'imagination du poète, le premier idéal du moi, aspirant à supplanter le père. L'idée du héros se rattache probablement au plus jeune des fils, au préféré de la mère, que celle-ci avait préservé de la jalousie du père, dont il devenait le successeur aux époques de la horde primitive. Dans l'élaboration poétique des réalités de ces époques, la femme, qui n'était que l'enjeu du meurtre, en tant que source de tentation et objet de convoitise, se trouvait probablement transformée en instigatrice et en complice active de ce méfait. C'est quand même incroyable de dire ça, sous la plume de Freud. Comment une féministe qui se prétend et qui se dit psychanalyste peut passer à côté de ce bijou merveilleux, de cette perle, de ce cadeau freudien. C'est incroyable. Donc pour finir, je citerai Lacan, qui élèvera la question de la fraternité à la dignité du langage, si je peux le dire un peu comme lui, en affirmant non seulement que les analystes sont tous frères du discours analytique, car ils en partagent l'impuissance et l'impossibilité, mais que la fraternité elle-même est un fait de langage,
en ce qu'elle nous indique que nous sommes tous également touchés par lui. Nous y sommes soumis, nous sommes ses sujets. Comme à l'aube de l'humanité, les êtres étaient soumis à la haine jalouse et envieuse du monstre totémique. Et à défaut de se soumettre au langage lui-même, qui est le véritable maître, la subjectivité contemporaine, dont la figure féministe est une des nuances, tentera coûte que coûte d'en trouver un autre, en chair et en os, lui. Donc je cite Lacan. Je sais qu'il y a ici quelques personnes qui s'affectent de temps en temps de me voir, comment dit-on, invectiver, interpeller, vociférer contre les analystes. Ce sont des jeunes personnes qui ne sont pas analystes. Elles ne se rendent pas compte que c'est quelque chose de gentil que je fais là. Ce sont des petits signes de reconnaissance que je leur fais. Je ne veux pas les mettre à trop rude épreuve, et quand je fais des allusions à leur impuissance, qui est donc la mienne, cela veut qu'à ce niveau-là, on est tous frères, et qu'on n'a qu'à se dépêtrer comme on peut, que cela les apprivoise avant que je ne leur parle de l'impossibilité de la position de l'analyste. Notre citation concernant la fraternité. Cette énergie que nous avons tous à être frères prouve bien évidemment que nous ne le sommes pas. Même avec le frère consanguin, rien ne prouve que nous sommes son frère. Nous pouvons avoir un lot de chromosomes complètement opposés. Alors cet acharnement à la fraternité, sans compter le reste, la liberté, l'égalité, c'est quelque chose de gratiné, dont il conviendrait quand même qu'on s'aperçoive ce que ça recouvre. On ne connaît qu'une seule origine de la fraternité. Je parle humaine, toujours l'humus. C'est la ségrégation. Nous sommes bien entendu à une époque où la ségrégation poids. Il n'y a plus de ségrégation nulle part. C'est inouï quand on lit les journaux. Simplement la société, comme on l'appelle, je ne veux pas l'appeler humaine justement parce que je réserve les termes. Je fais attention à ce que je dis. Je ne suis pas un homme de gauche. Je constate que tout ce qui existe est fondé sur la ségrégation et au premier terme la fraternité. Aucune autre fraternité ne se conçoit, n'a le moindre fondement, comme je viens de vous le dire, le moindre fondement scientifique, si ce n'est parce qu'on est isolés ensemble, isolés par quelque chose dont il s'agit de savoir la fonction et pourquoi c'est comme ça. Jacques Lacan, l'envers de la psychanalyse. Pour une psychanalyse sauvage du féminisme contemporain, poursuite de la lecture de l'interview. Après, Lacan est arrivé et a, disons, au fond, mis un acte, voilà, à penser, à partir, disons, de ces deux idées freudiennes, à penser les liens sociaux, un universel du lien social qui est donné par les phallus. Évidemment, il ne s'agit pas du pénis masculin, mais quand même, disons, il l'inspire. Voilà, il ne s'agit pas du pénis masculin, parce qu'évidemment, il y a des pénis féminins, mais le phallus s'inspire donc du pénis. Donc, première occurrence de l'erreur tout à fait banale, de la confusion entre pénis et phallus chez Sylvia Lippi. C'est une notion très complexe que peut-être on n'aura pas le temps d'approfondir ici, mais disons... Ben oui, elle n'aura pas le temps d'approfondir parce qu'en fait, elle ne sait pas du tout ce que c'est. Qu'il y a tout, disons, derrière ces symboles, qu'il lui appelle signifiants du désir, et tous les fantasmes qui sont connectés au phallus, fantasmes de pouvoir, de puissance, des castrations, d'un côté positif, d'un côté négatif, possession de la mère et des pieds. Je veux dire, il y a toute une série de fantasmes dont l'humanité, selon Lacan, fait partie, et donc on est unis, on est dans les liens sociaux, seulement si on traverse la question phallique. La fonction phallique dira, à partir à la fin des années 68, voire années 70. Il parlera des fonctions phalliques. À partir du signifiant, il passe du signifiant à la fonction, qui a la fonction de rassembler
disons, hommes et femmes. Hein, il n'y a pas de distinction sexuelle de ces points de vue-là, d'un point de vue, encore une fois, disons, anatomique, mais c'est simplement du fait que si on est dans les liens sociaux, on est traversé par la question phallique. Qu'est-ce que ça veut dire précisément, la fonction phallique? Par exemple... C'est l'accès à l'ordre symbolique? C'est à l'accès, voilà, c'est... au langage? J'ai un peu du mal à dire ça, parce qu'effectivement, c'est compliqué de penser qu'il faut passer par les phalliques pour être dans les langages. Pour Lacan, oui. Évidemment, mais ça veut dire aussi passer par la castration? Ça veut dire passer par la castration, mais je veux dire, tous ces mondes-là, compris ces premières théories du langage chez Lacan, que ça changera après, est quand même lié à la question édipienne, si on veut. C'est pour ça qui est aussi très critiqué, qui a été très critiqué, en particulier par Deleuze et Guattari. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est, encore une fois, castration, phallus, sont toujours phallus comme objet du désir de la mère, qui n'est pas simplement le pénis, mais tout ce qui représente le pénis. Voilà, deuxième fois où elle fait un rapprochement entre phallus et pénis. Bien sûr, le phallus est tout ce que représente le pénis. C'est vraiment ce qu'elle dit, hein. Voilà, donc au niveau la castration, l'impossibilité, donc l'effet que tous les êtres humains sont castrés, c'est-à-dire ils ne peuvent pas satisfaire leur mère. Mais je veux dire... Elle dit vraiment n'importe quoi, c'est affligeant. C'est une centralisation familiale qui est assez déconcertante aujourd'hui et assez problématique, à laquelle je pense qu'elle... Je veux dire, le monde est déjà ailleurs. Hein. La psychanalyse doit un peu repenser les manières d'assemblement. Et c'est là que la sororité... D'accord. Quand vous dites tout ce qui représente le pénis, c'est-à-dire les phallus. Le phallus. Voilà, donc le journaliste répète simplement ce qu'elle vient de dire, que le phallus est tout ce que représente... tout ce qui représente le pénis, et là, le corrige avec pas mal de culot. Alors que c'est elle-même qui venait de dire ça. Pardon, qu'est-ce que ça veut dire? Donner des exemples, ça peut être... le besoin de pouvoir, la peur de ne pas avoir le pouvoir, la peur d'avoir le pouvoir, l'identification au père, disons la paternité, la maternité, les besoins, ça peut être aussi du côté féminin, hein, l'effet d'avoir besoin d'un homme qui protège, donc un phallus, demander le phallus à un homme. Il y a toute une économie, donc qui est encore bien en acte. Le monde hétéropatriarcal est fondé sur la fonction familiale et sur la fonction phallique. C'est la même chose. Famille, Édipe, phallus. Beaucoup de psychanalystes ne seront pas d'accord, hein, mais je pense que c'est quand même, si on veut être vraiment précis, tout est lié à cette question-là. D'accord, alors... Voilà. Oui, effectivement, Sylvia Lippi est éminemment précise, hein, et nous serre et resserre encore son gloubi-boulga féministe, anti-famille, sauce deleuzo-guattarienne, en réussissant à amalgamer, il faut le faire en moins de 3 minutes, famille, Édipe, pouvoir, phallus. C'est vraiment un exploit. C'est quand même assez navrant d'entendre ça de la part d'une soi-disant psychanalyste. C'est comme si on demandait à un mathématicien, par exemple, d'expliquer un théorème, et qu'au fur et à mesure de l'explication, en fait, on se rendait compte qu'il ne savait même pas faire, qu'il ne sait même pas faire une simple multiplication. Donc, ce que je disais dans l'audio précédent se confirme ici, à savoir que Sylvia Lippi rate complètement la référence centrale au langage, ce qui, pour une psychanalyste autoproclamée, est simplement une erreur impardonnable. Donc, dans l'audio précédent, j'ai pu mettre en avant qu'elle ne comprenait absolument pas la fonction et la place du mythe de la horde dans l'œuvre freudienne et pour la psychanalyse. Cette fois-ci, elle rate complètement la notion la plus fondamentale, je crois, en psychanalyse, celle du phallus symbolique, qu'elle réduit à sa dimension imaginaire, soit celle du pouvoir, en le confondant, bien évidemment, avec le pénis masculin,
puisqu'il y a des pénis féminins évidemment, ou tout ce qui représente le pénis, tout ce qu'il y a derrière. Le problème pour elle est qu'il n'y a absolument rien derrière, puisque le phallus en psychanalyse n'est pas à confondre avec le pénis. Il n'existe pas un primat du génital, mais un primat du phallus. C'est écrit dans Freud, en noir sur blanc. Le phallus qui est le signifiant du manque, le symbole qui manque à sa place et qui permet la signifiance, c'est-à-dire le jeu de renvoi entre signifiants qui produit et le sujet et l'objet cause du désir. C'est comme le jeu du taquin. À partir d'une case vide, toute la structure peut se mettre en place, les mouvements et la dynamique peuvent se mettre en marche. Donc cela ne veut pas dire que s'ils sont castrés, les êtres humains ne peuvent pas satisfaire leur mère. D'ailleurs, on n'entend que ça dans le cabinet de l'analyste, des personnes malades de vouloir satisfaire leur mère ou de satisfaire leur mère symptomatiquement, évidemment. Et c'est bien ça qui fait que l'Oedipe est efficace, a son efficace, car pour le dire en des termes deleuziens, il est l'Oedipe, la véritable déterritorialisation. C'est-à-dire qu'il permet au sujet de s'échapper, de se sortir du piège préoedipien. Les êtres humains sont castrés. Cela veut dire que le langage est la castration. Le symbolique est castration. C'est-à-dire que nous sommes coupés du monde des choses, du monde des objets. Nous n'y avons pas accès. Nous devons impérativement passer par les mots, ce qui n'est pas non plus une mince affaire, puisqu'un mot ne vaut que par son opposition et sa différenciation avec d'autres mots. Comment s'y retrouver là-dedans? C'est ça la castration. C'est l'impossibilité, en quelque sorte, de revenir en arrière. Et le plus drôle, si je peux dire, c'est que cette arrière supposée, cette réalité infralangagière n'existe pas, elle n'a jamais existé. Il n'y a pas de réalité prédiscursive. Malgré l'aide du journaliste, qui semble mieux connaître la psychanalyse qu'elle, Sylvia Lippi n'arrive pas à prononcer le moindre mot à ce sujet, c'est-à-dire celui du langage comme fondement du lien social pour l'être humain. Elle préfère insister sur la dimension imaginaire du phallus. Et au sujet du phallus, j'en dirai plus dans le prochain audio qui arrivera tout de suite après. Donc épisode 5 bis ou 6 relatif au phallus, je repasse un très court extrait de l'interview. Années 70. Il parlera des fonctions phalliques. À partir du signifiant, il passe du signifiant à la fonction. Qui a la fonction de rassembler, disons, hommes et femmes. Il n'y a pas de distinction sexuelle de ces points de vue-là. D'un point de vue, encore une fois, anatomique, mais c'est simplement du fait que si on est dans les liens sociaux, on est traversé par la question phallique. Bon voilà, j'arrête là parce que elle dit que le phallus en psychanalyse a la fonction de rassembler et hommes et femmes, et qu'il n'y aurait pas de distinction anatomique autour du phallus, selon Sylvia Lippi, ce qui est effectivement une profonde incompréhension de la psychanalyse ou un profond contresens, puisque effectivement c'est autour du phallus que toute la psychanalyse s'édifie,
pour développer, disons, la différence sexuelle et la sexuation. Pour revenir au phallus, c'est que Freud, il n'y a pas besoin d'aller dire Lacan, on peut même dire Freud tout de suite, quoi. Freud aura eu un geste très, très fin en écrivant son texte intitulé « L'organisation génitale infantile » en 1923. Donc en précisant que ce texte devait être intercalé dans sa théorie de la sexualité, soit dans ses 3 essais. Et curieusement, en fait, il ne l'a jamais fait, alors que s'il y a bien un ouvrage de Freud qui a été remanié à de nombreuses reprises et auquel des ajouts ont été effectués, c'est bien celui-ci. Alors pourquoi n'a-t-il pas ajouté cet article aux 3 essais ? Ne serait-ce pas là la meilleure façon de signifier que le phallus est précisément ce qui manque à sa place ? Car évidemment, dans ce texte, il est question du phallus, comme ce manque autour duquel tourne toute l'organisation génitale, c'est-à-dire pour la petite fille comme pour le petit garçon. Il faut quand même se rappeler que Freud était un fin observateur et qu'il a lui-même dit que si l'humanité avait su observer les enfants, jamais il ne se serait donné autant de peine à d'écrire tout ce qu'il a écrit. Alors en effet, c'est évident qu'à la vue d'une petite fille, mais pour ça il faut quand même s'occuper d'enfants au jour le jour, les écouter, leur parler, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas de Sylvia Lippi, donc elle ne peut pas savoir tout ça, et c'est pas en lisant des livres de philosophie, de féminisme, de psychanalyse, même de psychanalyse, qu'on peut en avoir une idée. C'est que, évidemment, qu'à la vue d'une petite fille, le tout jeune garçon, frappé par la différence anatomique, parce que Freud dira que l'anatomie c'est le destin, à partir de la question phallique évidemment, frappé par cette différence anatomique, le petit garçon, il va percevoir une petite fille comme, disons, avec quelque chose qui lui manque à elle, mais bien sûr il se base sur son propre corps. Et il peut effectivement alors avoir peur de perdre ce qu'il a entre les jambes. D'où le complexe de castration, qui permet au sujet d'entrer dans l'ordre symbolique progressivement, dans le langage, cette dimension qui absentifie ce qui est présent, tout en présentifiant ce qui est absent. Le mot est le meurtre de la chose. Et du côté de la petite fille, autour de cette différence anatomique, elle peut, elle, aussi en vouloir un, car ce qu'elle perçoit du côté du petit garçon peut lui apparaître comme un plus. D'où ce qui a été développé par Freud comme l'envie du pénis, qui se transformera le long d'une équation, dira-t-il, en désir d'enfant. Il est évident que le phallus est loin de représenter le pénis, puisqu'il est un phénomène purement langagier. C'est ce trou au cœur de l'ordre symbolique et au cœur de tout fantasme qui, à l'occasion, peut s'imaginariser. C'est cette pauvreté du langage, dira Godard, qui parasite l'humain quant à la question de l'être et de l'avoir. Chez l'être humain, il est question d'être et d'avoir seulement parce qu'il y a le langage, parce qu'il y a le langage. Car dans le réel, si je peux dire, la femme ne manque de rien, ni l'homme d'ailleurs. C'est précisément parce qu'il y a du langage qu'il y a manque. Et ce manque est nommé phallus en psychanalyse. Pensons à un livre dans une bibliothèque qui doit se trouver à une place bien précise dans les rayons, mais en est absent.
Ce n'est que dans l'ordre symbolique que ce livre peut manquer à sa place. Dans le réel, pour le dire de cette façon, il n'y manque pas, il se trouve bien quelque part. Et seul le langage peut lui donner une place bien précise, à laquelle alors il peut, à l'occasion, faire défaut. Donc comment Sylvia Lippi ose dire qu'il n'y a pas de différence anatomique, de différence sexuelle autour de la question du phallus, alors que Jacques Lacan lui-même, dans l'Envers, dit ainsi dans la psychanalyse, parce qu'aussi bien dans l'inconscient, l'homme de la femme ne sait rien, ni la femme de l'homme. Au phallus se résume le point de mythe dont le sexuel est impliqué dans la passion du signifiant. Alors là, il dit tout de façon résumée, de façon synthétique et de façon magistrale. Il dit bien que le phallus est ce autour de quoi tourne la différence sexuelle, le sexuel, et que ce sexuel lui-même est impliqué dans la passion du signifiant, c'est-à-dire est déterminé par la parole. Donc c'est toujours au titre de signifiant, d'un signifiant particulier, qu'un homme recherche une femme, et une femme un homme. C'est précisément parce qu'ils sont des êtres de parole, des par-lettres, soit intégralement dominés et gouvernés par le langage, que leur relation, leur lien social ne peut être pensé qu'à partir de cette référence langagière. Le phallus, en réalité, personne ne l'est ni ne l'a. Le phallus, même imaginaire, ne spécifie pas un sexe plutôt qu'un autre. Il y a des façons tout à fait féminines d'être phallique, notamment être enceinte. Cela n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Pour un homme, une belle femme est phallique. Elle est ce qu'il n'a pas et qu'il aimerait avoir. Sylvia Lippi affirme que Lacan ne fait pas de différence entre homme et femme à partir du phallus. Mais alors, elle a complètement oublié les formules de la sexuation, qui répartissent le masculin et le féminin, l'homme et la femme, justement et précisément à partir de la fonction phallique. Lacan dira que la femme ne l'a pas sans l'être et que l'homme ne l'est pas sans l'avoir. Donc il y a tout un jeu, une dynamique, une dialectique à partir de cette absence qui n'autorise rien d'autre que l'économie désirante elle-même. Donc, en voulant critiquer le phallocentrisme de la psychanalyse, Sylvia Lippi ne fait rien d'autre que de dévoiler son ignorance quant au phallus, comme corrélat de la castration. Centre vide autour duquel tourne le langage et sur lequel se repose nécessairement tout lien social. Pour finir, 2 citations de Lacan très claires quant au lien social qui pour lui est synonyme de discours et par conséquent repose avant tout et uniquement chez l'être humain sur le langage et non pas sur le phallus imaginaire comme elle veut le faire croire. Donc Lacan en 1954. On a pu me dire tout à l'heure que je parlais du social, mais pas du tout. Le social est marqué de la fonction de la parole. Elle y est imprimée. Il y a d'autres sociaux, parfaitement convenables, des tas de sociaux animaux qui nous ont beaucoup intéressés depuis quelque temps, où il n'y a pas de parole. Comme le dit quelque part Mallarmé, le discours humain est quelque chose comme cette monnaie à l'image effacée qu'on se passe de la main à la main. Et ça sert à quelque chose, ça sert à ce qu'on ne se crêpe pas le chignon, à ce qu'on ne se coupe pas le cou à tous les coups. On tient des propos d'autobus, et grâce à cela, bon Dieu, on a l'air de s'entendre. C'est déjà bien suffisant. Et donc en 1974 maintenant, pour dire que Lacan n'a vraiment pas changé de théorie du langage, comme elle le dit, mais a juste peaufiné son approche, j'ai à peine dit ce que c'est qu'un discours. Le discours, c'est quoi? C'est ce qui, dans l'ordre, dans l'ordonnance de ce qui peut se produire par l'existence du langage, fait fonction de lien social. Bon, donc c'est très clair, hein. Il y a peut-être un bain social comme ça, naturel, c'est là que se partagent éternellement les sociologues. Mais personnellement, je n'en crois rien.
Et il n'y en a pas 36 possibles, il n'y en a même que 4. Des signifiants, il en faut au moins qu'il y en ait 2. Ça veut dire le signifiant en tant qu'il fonctionne comme élément, ce qu'on appelle élément justement dans la théorie des ensembles, le signifiant en tant que c'est le mode dont se structure le monde de l'être parlant, c'est-à-dire tout le savoir. Il y a donc S1 et S2, c'est d'où il faut partir pour cette définition que le signifiant, c'est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant. Ce sujet, n'est-ce pas ce que nous croyons, ce n'est pas ce que nous croyons, ce n'est pas le rêve, l'illusion, c'est tout ce qu'il y a de déterminé par cet effet de signifiant. Et ça va plus loin que ce que quiconque est conscient, soit connivant. C'est ça la découverte de Freud. C'est que les effets du signifiant, il y en a toute une part qui échappe totalement à ce que nous appelons couramment le sujet. C'est, notons-le bien, le sujet déterminé jusque dans tous ses détails par les effets du signifiant. Nous savons ce que produit le langage. Il produit quoi? Ce que j'ai appelé le plus de jouir, parce que c'est le terme qui est appliqué à ce niveau, que nous connaissons bien, qui s'appelle le désir. Plus exactement, il produit la cause du désir. Et c'est ça qui s'appelle l'objet petit a. L'objet petit a, c'est le vrai support de tout ce que nous avons vu fonctionner, qui fonctionne de façon de plus en plus pure pour spécifier chacun dans son désir. Jacques Lacan, du discours psychanalytique, 1974.